fameux jour, mon mari est parti travailler en quad, on avait un quad. Et puis moi, je le rejoignais une demi-heure après, plus ou moins, parce que moi, j'allais amener les enfants à la garderie. Et puis quand je suis descendue le chemin du château, il y avait la police qui avait barré la route, qui était déjà là. Et en fait, au loin, j'ai vu mon mari, il était au sol, il était blessé, il avait eu un accident avec un camion militaire qui lui avait coupé la route. Et un policier est venu vers moi, puis il m'a dit, on n'est pas sûr que votre mari va arriver vivant au CHUV. Il avait le foie perforé, la rate perforée, enfin il avait vraiment, à l'intérieur, était vraiment bien cassé. Il avait toute la jambe aussi complètement fracturée, la main. Il avait des blessures partout. Et puis, j'ai dû attendre pour le voir et j'ai pu aller le voir, moi, toute seule, dans les soins intensifs. Et puis là, il avait des tuyaux partout, quoi. Fauché par un camion militaire le 13 août 2009, Nicolas Burga en réchappe. Mais il reste longtemps aux soins intensifs avant des mois d'hôpital et de convalescence. Ses progrès sont modestes. En fait, Nicolas Burga ne remonte pas la pente. Lui, il avait l'impression qu'il servait à plus rien. Parce que même ouvrir un pot des fois, j'avais de la peine à ouvrir un pot, puis je lui disais, tu peux m'aider, ouvre-moi. Il n'arrivait pas. Et puis après, il lançait, puis il disait, je sers à rien, quoi. Je peux plus rien faire. Il prenait beaucoup de médicaments. Donc, qu'il avait à disposition, qu'il pouvait prendre, dont des opiacés, Tramal, enfin tous ces médicaments très 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 forts qu'il prenait, et ça lui suffisait plus. Et malheureusement, il a croisé le chemin de quelqu'un qui lui a proposé de la cocaïne à la gare à Yverdon, et puis il est tombé là-dedans. Pour supporter ses douleurs et son mal-être, Nicolas Burga tombe dans une dépendance terrible. La cocaïne exige un dû impitoyable. L'homme vide les comptes bancaires de toute la famille. La vie familiale se dégrade gravement. Nadia fait tout ce qu'elle peut pour soutenir son mari, mais ça ne suffit pas. Il m'a dit, écoute, je t'aime, t'es la femme de ma vie, je te remercie pour tout ce que tu fais, mais je peux plus, quoi. J'ai besoin j'ai trop mal, j'ai besoin avec toi, je peux plus consommer. Donc il faut qu'on se sépare. Et j'ai pris mes enfants et j'ai cherché un appartement. Et puis je suis partie. Et là, lui, alors depuis ce jour-là, pour lui, c'était vraiment la vraie descente aux enfers. Nicolas Burga plonge toujours plus profondément dans la drogue. Dans cette descente aux enfers, il entraîne sa femme et leurs enfants jusqu'au 14 décembre 2013. Ce jour-là, à plusieurs reprises, Nadia cherche à joindre son mari, en vain. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis j'ai appelé ma copine, ma meilleure amie, puis je lui ai dit, écoute, voilà ce qui se passe. Elle m'a dit, oh, tu ne vas pas toute seule, c'est exclu, je viens avec toi. Puis heureusement qu'elle était là. Donc moi, j'avais toujours une clé de la maison. Et puis je suis rentrée dans la maison. Et puis moi, je suis arrivée dans ma chambre, puis j'ai tout de suite allumé parce qu'on a l'habitude de où sont nos interrupteurs, tout ça. Et puis il était dans le lit. Puis ça faisait quelques jours qu'il était mort déjà. Après l'accident avec le camion militaire, les Burga avaient demandé à un avocat de les défendre dans le dossier concernant l'assurance invalidité. Merci. Aujourd'hui, c'est la procédure civile qui s'engage. Spécialiste en assurance sociale et privée, Jean-Michel Duc réunit les papiers de la longue procédure qui déterminera l'avenir de Nadia Burga et de ses enfants. On va y arriver. Oui. La particularité du dossier de Madame Burga, c'est qu'on a, d'une part, on a eu des lésions corporelles en lien avec un accident de circulation routière qui a entraîné des lésions somatiques, mais aussi cérébrales, cérébro-organiques. Donc c'est très technique, mais on voit que le cerveau a été atteint. Et ça a été un premier combat qui a abouti effectivement à un résultat positif, c'est-à-dire qu'une reconnaissance de l'assurance accident et partiellement de l'armée des conséquences de cet accident. Et puis, dans un deuxième temps, c'était de faire reconnaître par l'assurance accident que la mort, le décès, c'est une conséquence de l'accident de quad. S'il n'avait pas eu cet accident, jamais il aurait mis fin à ses jours. C'est une bataille juridique qui commence. Une bataille contre l'armée suisse et contre Allianz, la compagnie d'assurance mandatée par la Confédération pour défendre ses intérêts.
La première difficulté auquel on a été confronté, c'est le refus de l'armée suisse, de la Confédération, de verser toute indemnité, que ce soit aux survivants, hein, à Madame Burga et ses enfants. Sur la base de quel argument? En disant, il n'y a pas de causalité. Voilà. De toute façon, voilà, il n'y a pas de causalité. Ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir avec l'accident. Alors, on a quand même des experts qui disent le contraire, on a quand même des témoins qui démontrent le contraire. Malgré tout, la Confédération dit, on n'est pas responsable. Les tentatives de conciliation ont toutes échoué. Il faut lancer une procédure formelle. On a introduit une procédure judiciaire. Et là, comme avocats, on est confrontés à un premier problème, le financement du procès. Un procès qui porte sur 3,7 millions, eh bien, il va coûter à peu près 200 000 francs à la famille. Donc, le juge va demander de déposer dans les 30 jours 200 000 francs. Pas facile. Heureusement pour Madame Burga, elle bénéficie d'une assurance protection juridique qui accepte la prise en charge. Le duel des expertises médicales peut débuter. Moi, ce qui m'a le plus choqué dans cette affaire, c'est les avis totalement divergents, opposés des experts. On a des premières expertises qui ont été mises en œuvre par l'assurance accident de M. Burga, donc qui ont pu analyser la situation de M. Burga de son vivant. Et on a un premier expert qui a analysé, qui a examiné M. Burga et qui dit clairement que les problèmes qu'a M. Burga sont en lien avec l'accident. Sur la base des éléments à notre disposition, l'ensemble des plaintes et troubles présentés par M. Burga étaient en relation de causalité naturelle, probable ou certaine avec les événements accidentels du 11 août 2009. Un autre expert conclut favorablement pour le camp Burga. Il admet un lien de causalité naturelle entre l'accident du 11 août 2009 et le suicide du 14 décembre 2013, avec une vraisemblance prépondérante à plus de 75%. Dans l'autre camp, en revanche, les expertises mandatées par Allianz pour le compte de la Confédération démentent le lien entre l'accident et le suicide. La seule causalité possible entre l'accident et les troubles neuropsychologiques est purement indirecte. Enfin, autre pièce défavorable, ce rapport d'un psychiatre lausannois qui affirme « La consommation de cocaïne a entraîné des troubles psychiques secondaires qui ne sont pas en lien de causalité naturelle avec l'événement accidentel incriminé ». À noter que cet expert a récemment été cité dans une émission de mise au point pour avoir empoché des millions de francs des assureurs privés. C'est toujours un duel, c'est un peu le duel de David contre Goliath, parce que voilà, les experts, qui sont les mêmes experts que ceux qu'on rencontre dans le domaine des assurances sociales, ils sont payés par les assureurs. Et lorsqu'un expert est nommé, il a naturellement une tendance à aller dans le sens de celui qui le paye. On ne va pas mordre le bras qui nous nourrit. La procédure qu'a lancée Nadia Burga va s'étendre sur plus de 10 ans. L'indemnisation qu'a calculée Maître Duc se monte à 3,7 millions de francs. Cela prend notamment en compte toutes les contributions que Nicolas Burga aurait apportées à sa famille dans la carrière professionnelle qui lui était promise avant l'accident, et cela comprend un tort moral conséquent. Le tort moral, c'est l'indemnisation pour la souffrance qui est vécue par M. Burga de son vivant. Il a subi vraiment des conséquences dramatiques. Et puis, il y a les conséquences de la famille. L'épouse, les enfants, ils ont subi des souffrances qui sont incalculables. On peut pas compenser financièrement l'importance de la douleur, mais le montant qu'on alloue, il est là pour essayer d'atténuer les conséquences. C'est vrai que 3,7 millions, ça paraît énorme, mais il faut bien se dire que c'est le salaire, c'est l'aide au ménage de toute une vie. Toute une vie. Quand on multiplie par le nombre d'années, on voit bien que c'est des montants énormes. Nous avons bien sûr proposé à Allianz de détailler son point de vue et de faire part de ses arguments, mais la compagnie a décliné toute interview. Elle nous a répondu laconiquement, par écrit, notamment pour souligner qu'elle ne donnerait pas de détails dans les affaires qui sont toujours en cours.
Dans toutes les expertises, Nadia Burga n'a été entendue qu'une seule fois. Elle a alors décidé d'écrire elle-même, de raconter son histoire dans un dossier qu'elle veut adresser à la justice. Ça m'a pris long à le faire, le rapport. J'ai ressorti tous mes albums de la cave et puis je les ai tous pris un par un. J'ai pioché dans des moments de notre vie. Il y a le Nicolas avant l'accident, avec sa joie de vivre, et le Nicolas d'après, qui va jusqu'à s'endormir sur un manège. Cette histoire, Nadia Burga a aussi tenu à nous la confier. C'est pour ça que je me bats, et puis parce que je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de franche. J'ai jamais abusé de rien. Même quand il a eu l'accident, on m'avait proposé un tas d'aides, j'ai pris le strict minimum. Je suis pas une profiteuse, je suis juste moi, juste Nadia, avec mes 2 enfants. Et puis j'aimerais tourner la page. J'aimerais vraiment tourner la page et puis passer à autre chose. Mais pas non plus leur laisser la joie de nouveau avoir gagné. Une bataille juridique interminable, des avis d'experts contradictoires et une issue familiale tragique, notre premier cas illustre bien la complexité des procédures d'assurance RC. Nous voulions ce soir entendre la voix des assureurs, mais autant l'ASA, l'Association suisse d'assurance, que des experts indépendants ont refusé notre invitation. Benjamin Reduit, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller national PDC Valaisan. Vous êtes membre de la commission Sécurité sociale et santé publique. On vous a d'ailleurs beaucoup entendu ces derniers temps sur la question des procédures biaisées, mais dans l'assurance invalidité. Alors quand on entend le témoignage de Nadia Burga, on se dit quand même qu'on est dans ce mauvais cliché d'une personne lésée qui réclame son droit et des assureurs qui ne veulent pas payer. Bon, vous savez, la réalité est beaucoup plus complexe. Bon, tout d'abord, je relève quand même la situation tragique de ce couple, de cette famille. Mais ensuite, dans la manière de résoudre les problèmes directs et collatéraux de cette affaire, je pense qu'il y a quand même des marges d'interprétation qui sont très très larges. Vous savez, souvent, les assureurs essayent de chercher la meilleure solution possible, pas seulement pour eux, mais aussi dans l'intérêt de leurs assurés. Ils sont quand même dans un système de concurrence. La meilleure solution, ce n'est pas forcément de ne pas payer du tout. Alors, ne pas payer du tout pour l'instant, puisque j'ai cru comprendre que la procédure est encore en cours. Donc, moi, j'aimerais qu'on sorte un petit peu du cliché, les méchants assureurs et les bons assurés. Très souvent, on trouve satisfaction aussi auprès de nos assureurs, ça on ne le dit jamais, et puis on retient surtout les cas qui sont difficiles. Et ça, c'est un cas difficile. Ça, d'accord, justement, au centre de cette bataille juridique, il y a ces fameuses expertises qui sont déterminantes. Alors, comment aujourd'hui, dans les procédures actuelles, on peut garantir une expertise totalement indépendante et neutre? Alors, je ne veux pas être pessimiste, mais c'est impossible. Personne ne peut juger de manière absolument neutre et indépendante dans quelque profession que ce soit. On doit tendre vers une certaine, évidemment, mais on doit quand même tendre vers une certaine indépendance et neutralité. On doit tendre vers une certaine indépendance. C'est pour cela qu'il y a tout un appareil législatif. Par exemple, la partie générale du droit des assurances, puisqu'on parle des expertises, l'article 44 alinéa 7, où alors appliqué par exemple à l'AI, mais on peut l'appliquer aussi dans ce domaine-ci, la transparence, le fait qu'il y ait sans arrêt des vérifications jusque d'un point de vue statistique, dans le nombre de cas refusés ou acceptés par un assureur ou directement par un expert. On pourrait imaginer aussi des plafonds à installer pour le nombre d'expertises, de manière à ce que les experts ne soient pas limités dans leur temps d'expertise parce qu'ils en ont 300 à régler par mois, je dis n'importe quoi, ou alors parce que le profit serait peut-être trop important. Donc il y a tous ces garde-fous, et puis on les améliore. Mais au final, est-ce que le problème n'est pas plus fondamental? Est-ce que le problème n'est pas que finalement c'est l'assureur qui paye l'expert? Il peut y avoir un certain problème de dépendance économique, on l'a vu dans l'émission, cela a été relevé, mais j'aimerais quand même dire que
D'une part, les personnes qui se présentent comme experts ne sont pas légion. Il faut bien regarder aussi de leur côté régional. Il y a certaines régions où on ne trouve pas d'experts ou difficilement, tout simplement parce que le nombre de cas expertisés est beaucoup trop faible, parce que les experts eux-mêmes, ce n'est pas leur passion. Finalement, ils n'ont pas choisi. Surtout, on leur demande une formation médicale. Et on a entendu aussi parler de formation tout à l'heure, formation médicale, juridique, relationnel, etc. Il faut presque être quelqu'un de surdoué, en fait, dans plusieurs domaines pour pouvoir faire des expertises. Donc, ils ne sont pas légion. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a votre collègue de Parlement, M. Pierre-André Frides, qui a déposé une initiative parlementaire en 2019 qui demandait justement davantage de transparence, d'indépendance, notamment la création d'un pool d'experts désignés pour ces fameuses expertises. Vous êtes opposé à cette initiative, pourquoi ? Voilà. Alors, on s'est opposé à sa proposition parce qu'on voyait que c'était une sorte de grosse machine qui allait être mise en place, une machine administrative. Alors, peut-être qu'on serait arrivé à ce résultat au bout de X années, mais en tout cas, dans un milieu qui est beaucoup plus complexe et dispersé que celui des expertises AI, si j'y reviens, où là, on peut même imaginer qu'on puisse avoir des choix aléatoires ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, d'experts. Mais dans la complexité de l'ensemble des assureurs privés, à mon avis, ce n'est pas possible. Et là, alors, je préfère privilégier des pratiques qui consistent à ce qu'il y ait des collaborations étroites entre les associations de médecins et les assureurs, que l'on puisse échanger aussi les bonnes pratiques. Et puis, comme je l'ai dit il y a quelques instants, qu'il y ait une transparence aussi, d'un point de vue statistique, sur les bons et mauvais experts. Vous avez appelé à rejeter cette initiative, qui n'est finalement pas passée. Voilà, la droite l'a refusé parce qu'elle trouvait que c'était inapplicable. L'idée en soi est bonne, mais je crois qu'on doit faire preuve de réalisme et les idéaux, les obtenir progressivement au fil peut-être des réformes législatives. Merci beaucoup, Benjamin Roduit. Merci. Je vous en prie, merci. Les duels d'experts montrent à quel point les enjeux sont importants et les expertises déterminantes. Alors, quel crédit donner au travail de ces experts ? Sont-ils toujours justes, indépendants et impartiaux ? La question est légitime. Mickaël Dirani et François Janet sont allés la poser aux dirigeants de l'organe de référence pour la formation de médecins experts. Christophe Paulien est vice-président de la SIM, la Swiss Insurance Medicine, en français dans le texte. La SIM, c'est l'organisation de référence en Suisse mise en place par les assureurs et certaines facultés de médecine pour former les médecins experts. Souvent, pour que l'expert puisse travailler en toute liberté, c'est nécessaire d'avoir une levée du secret médical. Donc le patient a son mot à dire. Il faut aussi savoir que le patient a le droit de récuser, c'est-à-dire non, je ne veux pas cet expert. Le problème, c'est qu'il doit le faire avec des motifs, évidemment. Maintenant, ces conflits d'intérêts, l'affirmation selon laquelle, du moment qu'on est payé par un assureur, on va plutôt le privilégier, ça, je dois dire que c'est quelque chose qu'on entend très régulièrement. C'est une source de débat constant, y compris dans nos formations. Pour nous, ce qui est important, c'est d'inculquer à nos futurs experts la notion de justice, d'équité, et vous devez être neutre. Ça, c'est la chose la plus importante. Vis-à-vis du patient et vis-à-vis de l'assureur, le minimum de l'affaire, c'est d'être le plus neutre possible. Maintenant, l'impartialité, vous allez même la sentir ou la constater dans le rapport d'expertise sur la manière dont il est construit, la manière dont il a été conduit. N'oubliez pas, on a affaire à des médecins qui sont donc des êtres humains. Et sur une constatation donnée, on peut très bien avoir deux avis divergents parce que c'est des gens avec une histoire, une sensibilité différente, donc ils ont une analyse à la fin différente. Certains médecins sont devenus des professionnels de l'expertise, loin des patients. Cette situation préoccupe Marc Maté-Doré, avocat et ancien juge suppléant au tribunal cantonal des assurances sociales. Elle le préoccupe d'autant plus que cette industrialisation des expertises peut engendrer une dépendance financière vis-à-vis des commanditaires. J'ai l'impression, à lire de nombreux rapports d'expertise, que dans la répétition des schémas, sans avoir le contact avec les personnes comme soignants, vous incite à avoir un regard qui est un petit peu biaisé. C'est un regard qui devient froid. Donc, dans cette mécanisation de l'expertise,
Je vois aussi une problématique de distanciation par rapport à la réalité que les lésés vivent dans leur vie de tous les jours. Ce que Clémence vit aujourd'hui au quotidien, elle a mis du temps à l'accepter. En 2013, suite à une complication médicale, elle perd la vision centrale et devient malvoyante. Pour cette étudiante de l'EPFL, aucun doute, c'est bien une erreur médicale qui est à l'origine de son handicap. Le CHUV, lui, réfute toute responsabilité. Depuis, c'est un peu le combat de David contre Goliath. Après de brillantes études gymnasiales, Clémence Bachmann suit avec une curiosité rare des études de physique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Sa motivation est d'autant plus affûtée qu'elle est malvoyante. Tout ce qui est par exemple au tableau noir, je ne vais pas pouvoir le voir, donc je dépends entièrement de l'information orale qu'on va me donner, donc de ce que le prof va dire par oral. Donc par exemple, s'il écrit une équation au tableau noir, s'il ne la dit pas par oral, je ne vais pas la connaître. Dans les couloirs de l'EPFL, qu'elle connaît bien, pas de problème. Clémence se déplace sans aide. Ailleurs, elle a besoin d'une canne. Clémence est née avec un kyste au cerveau qui a nécessité des opérations et une surveillance étroite grâce à un système de valves qui régulait sa pression intracrânienne. Jusqu'en 2013, pas de problème, elle y voyait parfaitement bien. Mais cette année-là, une grande fatigue l'a conduit à l'hôpital de l'enfance où on lui diagnostique des crises d'angoisse. Lors de mon admission, le corps médical a été informé de mes antécédents médicaux, que s'il y avait des symptômes comme des vomissements, des maux de tête, si je m'évanouissais, il fallait faire des contrôles parce qu'il se pouvait qu'il y ait un problème avec la valve, avec le kyste, qu'il y ait un problème à ce niveau-là. Donc ils connaissaient mes antécédents et ils avaient aussi un papier avec tous les numéros de mes médecins qu'il fallait appeler en cas de souci. Et assez rapidement, j'ai commencé à avoir quelques symptômes. Et puis au bout d'une semaine, j'ai commencé à avoir une dégradation de la vue. Ça a commencé par juste les lettres du mot polyclinique sur le bâtiment que je voyais un peu flou. Et en fait, ma vue s'est rapidement dégradée parce que quelques jours après, j'arrivais plus à lire le livre que j'avais dans ma table de nuit. Et puis une semaine après, j'avais besoin de quelqu'un pour me déplacer. J'avais besoin de prendre le coude de quelqu'un pour me déplacer. Je demandais à avoir des contrôles médicaux. Mes parents ont demandé, je crois qu'il y a aussi mon ophtalmologue qui a téléphoné, mais pour eux, fallait pas parce que pour eux, j'étais une enfant avec des problèmes psychologiques graves parce qu'en fait, j'ai quand même été admise à l'hôpital de l'enfance pour des problèmes psychologiques, des crises d'angoisse. Et pour eux, il fallait surtout pas rentrer dans mon jeu en soi parce que pour eux, c'était entièrement psychologique, ma perte de vision. Donc en fait, ils ont rien fait, malgré les symptômes à côté, malgré en soi le contrat qui avait été signé lors de mon admission. Et votre situation s'est aggravée au fil des jours? Ah oui, j'ai totalement perdu la vue. D'autres malaises conduisent Clémence aux soins intensifs du CHUV et c'est le diagnostic d'un ophtalmologue qui, enfin, débloque la situation. Clémence est opérée, mais le mal est fait, le nerf optique est touché. J'ai pas de vision centrale, donc j'ai une vision périphérique. Et ensuite, je vais pas voir les détails. En soi, je reste avec un résidu visuel bas. Du côté du CHUV, non plus, pas d'interview. C'est le service de la communication qui a répondu aux questions que nous avons adressées au service juridique. Pour nous dire que le CHUV a pour pratique de ne pas s'exprimer sur des situations médicales qui font l'objet de procédures judiciaires en cours. De manière constante, le CHUV privilégie un règlement amiable des différends. Ils ont refusé toute médiation. Donc voilà, mais aussi ce qui est assez impressionnant, c'est que y a eu ça à l'hôpital de l'enfance, mais au CHUV, quand je disais que j'avais pas l'air d'être une grande urgence, à un moment, mes parents voulaient que je sois transférée à Bâle, parce que c'est là-bas que j'ai mon neurochirurgien. Et eux, ils disaient, ouais, vous avez qu'à l'emmener en voiture. Et donc pour eux, c'était pas du tout grave, mais 12 ou 24 heures après, je n'étais même plus transférable en hélicoptère, tellement mon cas était grave. Donc voilà, alors que mon cas avait pas beaucoup bougé entre deux, mais peut-être qu'ils s'étaient rendu compte de quelque chose entre deux. L'hôpital n'a jamais reconnu de responsabilité. On retrouve Jean-Michel Duc, puisque c'est lui aussi qui défend Clémence Bachmann. C'est à lui qu'il revient de faire la preuve du dommage.
Dans ce cas, c'est à l'État de Vaud qu'il réclame une indemnité pour sa cliente. Comme le CHUV n'a pas d'assurance RC, c'est l'État qui assure la responsabilité civile du centre hospitalier. On n'a de toute façon pas respecté les règles, puisqu'il savait qu'elle avait une valve intracrânienne, il savait qu'elle devait être vérifiée. C'est quelque chose de simple, et il fallait aussi contrôler les yeux de Mme Bachmann, ce qui n'a pas été fait, malgré la demande insistante du médecin traitant et de la famille. Donc, je peux dire, si là on dit qu'il n'y a pas de violation des règles de l'art, je ne comprends plus rien à rien. Alors, dans le cas de Mme Bachmann, on a actuellement une jeune fille qui est étudiante à l'EPFL et on ne sait pas encore quelles seront les conséquences des erreurs du CHUV sur le dommage futur. Est-ce qu'elle pourra travailler à 100%? Est-ce qu'elle aura besoin en permanence d'une aide pour pouvoir travailler? Quel sera son dommage ménager? Tout ça, c'est des éléments qui ne sont pas connus aujourd'hui. Donc, de toute façon, on va devoir attendre qu'elle ait terminé sa formation. On va dire que la situation est stabilisée pour pouvoir calculer de manière le plus précise possible le dommage qu'elle subit. Moi, ce que je trouve surtout très embêtant, c'est qu'en soi, j'ai été placée dans la case problème psychologique ou psychiatrique. Et étant donné qu'on est dans la case psychologique ou psychiatrique, eh ben, on n'en sort pas. Et puis il y a tout qui passe là-dedans. Et c'est ça que je trouve problématique et dangereux même. Dans le cas de Clémence, il faudra des années avant de pouvoir évaluer, au plus près de la réalité, les dommages que cette jeune femme subira au quotidien. C'est la question délicate et cruciale des indemnités pour tort moral. Quelle souffrance endure la personne lésée, quelle perte de qualité de vie, et surtout, comment fait-on pour quantifier ces préjudices? Un spécialiste nous répond. Marc Mathédoret, dans sa carrière, a souvent été confronté à ces questions et il nous a livré un petit cours de droit civil. Le tort moral, on va s'intéresser à tous les effets non financiers d'une atteinte sur une personne. Et là, on est dans le domaine de l'appréciation. On va parler de la souffrance, de la perte de qualité de vie. La personne exerçait, par exemple, tel sport qu'elle ne peut plus pratiquer. La personne souffre parce qu'elle a des douleurs chroniques. La personne s'est isolée socialement. Donc ça, ce sont tous des éléments dont on va tenir compte dans la fixation de l'indemnité pour tort moral. Est-ce qu'il existe des barèmes qui fixent des montants par rapport à tel type de dommage? Alors, il n'existe pas de barème au sens strict du terme, mais on se réfère le plus souvent à la casuistique des décisions judiciaires, donc des tribunaux, particulièrement du tribunal fédéral, évidemment, qui, au fil des années, nous dessinent une sorte de canevas des sommes qui peuvent être allouées dans certaines situations, que l'on parle d'atteinte à l'intégrité corporelle ou de décès, par exemple. Justement, la question est brutale, hein, mais combien vaut une vie en Suisse? Alors, juridiquement ou judiciairement, malheureusement, elle ne vaut pas beaucoup. La perte d'une existence, par exemple, la perte d'un conjoint ou d'un enfant, va se chiffrer à quelques dizaines de milliers de francs suisses. Une vie réduite à quelques dizaines de milliers de francs, ça fait froid dans le dos. D'autant qu'on le dit souvent, la vie ne tient qu'à un fil. Patrick Simon en sait quelque chose. Son existence a basculé le 12 novembre 2015. Voici le dernier témoignage que nous avons retenu dans les nombreux courriers que nous avons reçus sur cette question de l'assurance RC. La caméra de surveillance a tout vu. 12 novembre 2015, Patrick Simon arrive à Genève en moto. À la hauteur du carrefour Avenue de France, rue de Lausanne, une voiture change de voie sans prévenir et le percute. Patrick Simon ne se souvient de rien. Il est emmené inconscient à l'hôpital cantonal de Genève. J'avais toutes les côtes fracturées. J'avais un dommage au calcanéum, donc au talon. J'avais les chairs déchirées intérieurement au niveau de la cuisse. Les dents ébréchées, voilà. Et je suis resté donc, 12 ou 18 jours à l'hôpital, aux soins intensifs. Et après, je suis rentré donc à la maison avec une longue
on dit, rééducation qui a duré à peu près un peu moins de 18 mois. L'automobiliste qui l'a percuté en est désolé. Mais Patrick Simon va devoir batailler ferme avec sa protection juridique pour faire comprendre qu'il n'est rien d'autre que la victime des événements. Il reçoit une amende de 2 740 francs parce qu'il est considéré comme co-responsable de l'accident. Il fait appel. Le juge ne comprend pas la décision du bureau de la circulation, me relaxe, donc met tous les frais à la charge de l'État, impute 100% de la responsabilité à l'auteur de l'infraction. Qu'à cela ne tienne, malgré cet acquittement, Allianz, l'assurance civile de l'automobiliste, cherche quand même à mettre la faute sur Patrick Simon. Ça m'a extrêmement blessé, et non seulement ça m'a blessé, mais la personne qui a travaillé, géré mon dossier, n'a eu de cesse que de tenter de mettre la responsabilité sur ma personne, de trouver tous les moyens possibles, inimaginables, pour montrer que c'était même moi qui étais l'auteur de l'accident, parce que j'étais rentré à vive vitesse dans le véhicule, ce qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, rien n'est résolu. Allianz Suisse nous a expliqué par écrit avoir convenu avec le représentant légal de M. Simon de trouver une solution forfaitaire. Elle a donc soumis une première offre de règlement. Un total de 31 800 francs pour solde de tout compte. Les avocats de Patrick Simon lui recommandent d'accepter, mais lui n'est pas d'accord. Il est prêt à lancer un procès, à ses frais cette fois, et il sait que cela peut lui coûter très cher. C'est un vaste fourre-tout, parce que je dis, bon écoutez, moi j'accepte les X milliers de francs, de 3 000 francs pour la moto qui doivent encore m'être payés, les indemnités pour perte de gain, mais je ne peux pas accepter un montant aussi désuet. On regarde ce qui a été subi au niveau des dommages corporels. Je pense qu'il n'est pas normal que des assurances qui ne sont pas à plaindre en termes de revenus et autres, qui vont payer des montants à 7 chiffres à leurs dirigeants, puissent pareillement mépriser les victimes, comme on le voit, comme j'ai dit, pour moi, mais pour beaucoup d'autres qui ont d'autres séquelles plus importantes encore que les miennes. Je trouve que le droit des assurés doit être respecté, et là, il ne l'est pas. François Jeannet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'auteur avec Mickaël Dirani de cette série de témoignages. Depuis la fin de votre tournage, la situation a miraculeusement évolué pour Patrick Simon. Et on peut le dire, parce que depuis notre tournage, depuis nos sollicitations, Allianz a fait une nouvelle proposition de dédommagement à M. Simon. La compagnie a même augmenté de 28 000 francs, 28 000 francs sa première offre. Alors, ça comprend des dédommagements de certains dégâts. Il y a de la perte de gain, il y a la moto, ce genre de choses. Mais ça indemnise substantiellement mieux le tort moral dont M. Simon nous parlait. Il a jusqu'à la fin du mois pour accepter ou non cette proposition. Plus généralement, vous constatez un durcissement des positions, notamment du côté des assureurs, mais aussi des victimes. Comment est-ce qu'on l'explique ? C'est vrai. Apparemment, c'est la concurrence qui s'est durcie. C'est-à-dire que pour rester concurrentiel, il faut que les primes ne soient pas trop chères. Pour équilibrer les comptes, il faut bien sûr limiter les dépenses. Donc, les assurances ont la politique qui va avec, c'est QFD. Conséquence, les assurances embauchent des détectives. Alors, on le savait pour l'assurance invalidité, l'AI, mais pas forcément pour d'autres cas. Absolument. Et ça, dans notre enquête, plusieurs interlocuteurs nous l'ont précisé. Les filatures, les profilages, c'est presque monnaie courante, y compris dans des dossiers de RC. Ça commence par ce que quelqu'un peut poster sur les réseaux sociaux. On est vraiment observé de toutes les façons possibles. Alors, il faut se rappeler qu'en novembre 2018, les Suisses avaient accepté ce type de procédure, mais c'était pour lutter contre les abus qui concernaient les assurances sociales. De toute évidence, dans les dossiers d'assurance responsabilité civile, là aussi, les détectives ont de l'embauche. Donc attention à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux. Dans cette émission, on a vu 2 cas qui se trancheront devant la justice, peut-être un 3e, mais en règle générale, la voie judiciaire reste l'exception. Ça reste l'exception. Les conflits finissent plus souvent qu'avant devant les tribunaux. Mais on ne sait pas dans quelle proportion. Dans le domaine privé, il n'y a pas de statistiques de ce côté-là. Et il est vrai que le plus souvent, quand même, heureusement d'ailleurs, les parties trouvent des solutions négociées. À l'amiable. Alors, évidemment, il y a la réalité du quotidien de la victime, difficile parfois, dramatique. Et puis, il y a la réalité de la procédure. Et entre les deux,
un abîme parfois effrayant. C'est vrai que les gens que nous avons rencontrés, les gens qui sont les lésés, les victimes de ces situations, doivent assumer des charges émotionnelles très importantes et elles affrontent un système qui est froid, qui est implacable souvent. Donc il y a pas mal de désarroi. Pour réussir à tourner la page, quand on fait face à toutes ces difficultés, des gens ont vraiment un parcours qui devient très tortueux. Pour ceux qui peuvent, si c'est vraiment nécessaire, se lancer dans une procédure, mais il faut encore en avoir les moyens, on l'a vu. C'est un système onéreux, effectivement. Et heureusement, dans certains cas, des gens ont une protection juridique qui vont bien accepter de prendre tout ça en charge. On peut se demander parfois où est la responsabilité morale de certains protagonistes. Il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de place pour cette question-là. On l'a vu notamment dans le témoignage de Nadia Burga avec une procédure qui démarre à 200 000 francs. Merci beaucoup, heureusement François qu'elle avait Janet. sa protection juridique. Absolument. Merci beaucoup, François Janet, Avec pour plaisir. cet éclairage. Le danger peut heureusement parfois s'éviter, mais encore faut-il savoir l'écouter. Des parents d'élèves de la région de la Brévine tirent depuis plusieurs semaines la sonnette d'alarme. Ils sont inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Les écoliers n'ont pas d'autre choix que de prendre un car postal pour rejoindre leur classe, parfois debout, sans ceinture, dans un véhicule qui peut rouler jusqu'à 80 km/h. Nous sommes à la Chaux-du-Milieu, dans la vallée de la Brévine. 500 personnes vivent dans ce beau village, dont 80 enfants. Une situation compliquée pour les autorités, car les frais de scolarité pèsent très lourd sur le budget de la commune. Cet été, la décision est prise de déplacer une classe enfantine à la Brévine. Résultat, depuis la rentrée, une quinzaine d'enfants, y compris des tout-petits, âgés de 4 à 6 ans, prennent des bus de ligne pour aller à l'école. 18 trajets par semaine. Pour les plus petits, c'est très compliqué. Essayez juste de vous imaginer la taille qu'ils ont. Rentrer dans ce car postal en cours de chemin, quand le bus est déjà bondé, il faut qu'ils arrivent à se faufiler, essayer de voir si éventuellement il y a une place de libre. C'est vraiment, pour moi, inadmissible qu'on déplace des enfants de cette manière-là, dans un transport scolaire. Parfois, les enfants restent debout pendant le trajet de 9 km. Et pour compliquer un peu plus cette situation, certains doivent changer de car pour rentrer chez eux. On a ce cas de figure au village où il y a effectivement des enfants qui ont un transfert à faire, en fait, une correspondance à prendre. Et puis, voilà, ils sont petits, quoi. Alors, Et ils ne savent pas lire. Ah ben non. Alors, si on a de la chance, ils arrivent peut-être à reconnaître le dernier chiffre sur le numéro du car, quoi. Donc on les aide quand même un petit peu. Et les mamans du village, après, qui se relaient après avec une organisation entre elles pour justement assurer que ça se passe bien. Des petits-enfants non accompagnés, debout, dans des bus qui roulent jusqu'à 80 km/h, cela semble incroyable. Pourtant, c'est parfaitement légal. On a tout de suite interpellé nos autorités sur le fait qu'il allait manquer des places. La réponse qu'on a reçue, c'est que, étant donné que Carte Postale est un transport de ligne, ils ont l'autorisation dans leur car de transporter jusqu'à 80 personnes en toute légalité, sans qu'ils soient attachés, debout, sans limite d'âge. Il n'y a pas de réglementation pour le transport de ligne. En Suisse, la loi fédérale est très claire. Lorsqu'il s'agit d'un transport public exploité selon un horaire, la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire et l'utilisation des places debout est autorisée. Même si on dénombre très peu d'accidents sur les transports publics, il y en a quand même. C'est le cas à Romont, dans le canton de Fribourg, où un enfant de 5 ans a été blessé en novembre dernier dans un bus TPF affecté au transport scolaire. Il se rendait à l'école comme tous les jours, donc à ce moment-là, il prenait le bus à l'arrêt en dessus de notre quartier, Molao. Il s'y rend avec sa sœur, donc il a pris le bus. Il y a eu un freinage d'urgence de la part du chauffeur qui était justifié, mais comme mon fils était debout à ce moment-là, il y a 2 ou 3 autres enfants, ça a fait effet domino, qui lui sont tombés dessus, et c'était le dernier. Il s'est ouvert en dessus de l'arcade sur 3-4 cm. Un accident qui aurait pu être beaucoup plus grave. Nathalie Granget et d'autres parents avaient pourtant tiré la sonnette d'alarme. Il faut savoir, et c'est très important quand même, qu'on avait essayé par des discussions bien en amont, bien avant l'accident, de faire entendre aux autorités que ce moyen de transport
n'est pas adapté à ces petits-enfants. Ça n'a jamais rien donné. On avait d'ailleurs signé une pétition une année presque jour pour jour avant l'accident qui n'avait pas abouti. Cet accident a quand même fait bouger les choses à Romont. Les TPF ont dorénavant un surveillant à l'intérieur des bus. Mais ce n'est pas suffisant pour Nathalie Granget. Ce qu'on revendique, c'est la mise en place d'un minibus pour les plus petits, donc à savoir les enfants entre 4 et 8 ans, ce qui permettrait de décharger les bus actuels qui sont surchargés et de véhiculer ces plus petits de manière beaucoup plus sécure à l'école. Une revendication qui pour l'instant n'a pas été entendue. Les parents de la Chaux du Milieu ne baissent pas les bras. Eux aussi ont récemment lancé une pétition qu'ils vont déposer à Berne. Ils ont déjà récolté près de 1800 signatures. Si vous transportez des enfants dans votre voiture, même dans un car, dans des compagnies de cars privées, il y a toute une série de règles, de ceintures, de distance au siège qui doivent être respectées. Et là, tout d'un coup, on arrive dans un bus de ligne. Allez-y, faites comme vous voulez. Vous pouvez entasser des enfants debout. Voilà, c'est pas, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas cohérent. Et je pense qu'à un moment donné, il faut soulever ces choses-là. Il faut que les gens en prennent conscience pour qu'un jour, ça puisse changer. Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est que Carte Postale mette, par exemple, un public car, donc un bus un peu plus petit, pour au moins transporter les petits 4-6 ans à l'école de manière sécuritaire, pour qu'ils soient assis, attachés, et puis que ça se fasse en toute tranquillité. Et ça, on aimerait vraiment que ça soit fait avant l'hiver. Une situation sécuritaire qui risque d'empirer avec l'arrivée de la neige dans cette belle région qu'on appelle la Sibérie de la Suisse. La semaine dernière, les parents de la Chaux du Milieu ont déposé une pétition à Berne où le thème du transport scolaire sera abordé en commission au début de l'année prochaine. Carte Postale que nous avons contacté affirme que leurs chauffeurs ont tous été sensibilisés à la problématique du transport des écoliers et qu'ils font preuve d'une grande prudence au volant. Voilà qui est dit.